tous d'être là. Donc ce soir, nous allons commencer par notre première conférence, le Private Equity quand on est jeune diplômé. Donc je vais d'abord laisser nos intervenants se présenter chacun à leur tour. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien Panotier. J'ai cofondé MuImpact. En gros, MuImpact, c'est une banque d'affaires pour les entrepreneurs qui ont un fort impact social, environnemental ou territorial. Donc on fait bien sûr de la levée de fonds et de la cession de boîtes qui ont un fort impact. Mon profil, c'est quoi? C'est 15 ans d'investissement en capital. Donc avant de cofonder MuImpact, j'ai eu 15 ans d'investissement en capital dans différents fonds. D'abord, j'ai commencé à Londres pendant la crise financière. Juste avant la crise financière, puis pendant la crise financière. Donc compliqué de trouver un boulot en finance à cette époque-là, surtout à Londres. Donc j'ai fait un master, j'ai pu rentrer ensuite dans le Small Mid Market Private Equity, où j'ai travaillé d'abord chez Ciparex. Ciparex, c'est un acteur multirégional du lower mid market français, un acteur historique. J'étais dans la partie historique de Ciparex. Puis j'ai bossé dans un autre fonds régional qui s'appelle NCI, enfin à peu près le même métier, avec des segments un peu plus petits. Et puis ensuite 7 ans à la Caisse des dépôts dans les territoires, qui est un super stand. Donc je fais un peu de pub pour eux, parce que c'est une grosse boîte, donc il y a des trucs négatifs, mais c'est aussi une très belle boîte, il y a aussi des trucs très positifs. Où j'ai fait deux métiers. J'ai fait un métier de fonds, donc j'étais souscripteur, LP, Limited Partner dans les fonds d'investissement, France, Europe et international. Et ensuite j'ai travaillé, je suis de boulot dans la Caisse des dépôts. J'ai fait 5 ans d'investissement, donc je suis revenu en direct, ce que je faisais avant. Investissement impact investing, qui s'apparente à du venture, investir dans des boîtes qui sont à un stade de maturité assez jeune, qui ne sont pas encore rentables, mais qui aspirent à non seulement avoir une rentabilité financière, mais aussi à un impact extra-financier important, soit social, environnemental ou territorial. Ouais. Et en gros, fast forward, l'impact 2023-2024. Michael Ohana, moi j'ai fondé Alumni il y a un peu plus de 12 ans. Alumni, on a 3 grands métiers. Un métier de formation des jeunes pour les entretiens en banque d'affaires, private equity et conseil en strat. Un métier de formation au sein des fonds. On bosse pour BPI France, Ardian, UBS, Cambon, sur la formation des équipes, de la formation juridique, fiscale et financière. Et on a un troisième métier qui est un métier de chasse. Donc on fait du recrutement pour des fonds d'investissement, pour des équipes d'investisseurs, des équipes d'investor relations et également pour des sociétés en portefeuille. Donc mon quotidien, c'est l'activité de chasse de tête aujourd'hui. Et je passe mes journées en entretien avec des candidats pour des jobs d'investissement en private equity, des jobs de CFO, des jobs de COO, ou des jobs d'investor relations. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Pierre Pellerme, je suis investment manager dans l'équipe expansion d'Ardian. Donc l'équipe expansion, c'est l'équipe mid-cap d'Ardian, donc private equity. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'équipe, que j'avais rejoint après mon stage de fin d'études, après avoir fait prépa et école de commerce et divers stages M&A private equity. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer sur une petite introduction autour du private equity. Donc une petite présentation avec ses types principaux, venture capital, gross equity, buyout. Et on va aussi aborder le contexte global pour situer le secteur par rapport aux autres domaines financiers et les perspectives actuelles. Je laisse la parole. Private equity, c'est un terme générique qui regroupe une très grande variété de métiers. Et je pense que je vais citer les différents métiers et ensuite on va zoomer un petit peu plus précisément sur ceux qui nous concernent ici. Ça veut dire le non-coté, littéralement, private equity. Donc ça inclut un large spectre de boîtes à des stades de maturité différents. Et dans l'acception anglo-saxonne du terme, le venture capital fait partie du private equity. Donc le venture traite des boîtes les plus early stage, donc les plus jeunes, les boîtes en démarrage, en phase d'accélération. Et c'est ce qu'on va trouver comme type d'actifs qu'on finance dans les fonds de venture capital. Si on va un peu plus gros
en termes de maturité, on arrive sur des boîtes qui sont financées par des fonds qu'on appelle des fonds de growth capital, donc des fonds de croissance, qui vont être sur des boîtes qui ont une taille beaucoup plus grosse, qui ont déjà de l'historique, et c'est également une catégorie d'investisseurs qu'on met en général du côté venture. Donc c'est des fonds qu'on peut appeler aussi venture growth, et c'est une classe d'actifs qui est plus jeune en Europe, et vous avez beaucoup d'acteurs, mais surtout à Londres, et un peu moins en France. Ensuite, si on se décale encore un peu, on arrive sur des tailles plutôt matures, de business traditionnel, et là on rentre sur le secteur vraiment du private equity small et mid cap. Et là on a des boîtes industrielles qui ont 20 ans d'histoire, qui sont sur des phases de croissance, des phases d'accélération à l'international, ou des transitions managériales, donc un fondateur qui part à la retraite, ses enfants ne reprennent pas le business, il a besoin de faire rentrer un fonds pour assurer la transition. Et ça, c'est un métier qu'on appelle private equity. En fait, souvent, quand les gens parlent de private equity, ils parlent de ce métier-là. Et ce métier, il a encore un étage au-dessus, qui est le private equity large cap. Et le large cap, c'est vraiment les très grosses transactions à plusieurs milliards internationales avec des très gros acteurs, type KKR, CVC, Cinven, etc., qui interviennent soit avec des bureaux locaux, soit depuis leurs bureaux européens basés à Londres. Voilà. Donc, Michael a très bien décrit ce qu'était private equity. Ouais, alors je ne vais pas non plus rogner sur les parties qui sont après sur le quotidien un peu, mais globalement, le private equity, il faut voir ça aussi d'un point de vue client. Donc en fait, nous on a des clients qui sont des LP, ce qu'Adrien disait, qui vont en fait souscrire à nos fonds, c'est-à-dire nous prêter de l'argent sur une durée limitée. Et comme Michael l'a dit, donc nous allons investir dans une société. Donc on reviendra après sur vraiment le quotidien qui va être vraiment ce métier d'analyse et d'accompagnement des sociétés dans lesquelles on a investi. On donne pas seulement de l'argent, on les accompagne aussi. On fait pas non plus d'ingérence, c'est-à-dire qu'on prend pas les manettes de la société, on les accompagne vraiment. Il y a l'image un peu du sparring partner, mais tout ça pour dire que donc ce sont des LP. Donc ces LP, c'est quoi? Ça peut être des caisses de retraite, des mutuelles, des fonds de pension, des fondations qui vont en fait avoir des liquidités à placer et qui vont faire des choix en se disant je vais investir X% dans des immeubles, X% sur du côté, et en fait eux vont voir le private equity comme une classe d'actifs, donc c'est-à-dire qu'ils vont investir leur argent, et donc les spécificités du private equity à cet égard, c'est que c'est assez illiquide dans le sens où en fait l'argent est bloqué 10 ans. Donc en fait nous on va lever un fonds, récolter de l'argent, et ensuite au gré des dossiers qui arrivent, en sélectionner, investir, et donc ce qui fait que on va, disons que si je dois caricaturer, pendant les 5 premières années de la vie du fonds, on va plutôt être dans la phase d'investissement, donc investir, étudier les dossiers, en sélectionner, en gagner, en perdre, investir, et au bout de la 5e, disons jusqu'à la 10e année, la plupart des fonds peuvent avoir 10-12 ans de vie, on va commencer à essayer de revendre nos participations, c'est-à-dire dire on a aidé à faire la transition managériale, la société s'est développée comme on le voulait, maintenant ils cherchent quelqu'un de plus gros, ou alors ils cherchent à reprendre la main, et donc nous on va céder notre participation, faire une plus-value si tout s'est bien passé, et rendre du coup de l'argent à nos investisseurs en disant vous nous avez donné 100 et nous on vous avait promis 120 et finalement on va vous rendre 150. On vous avait promis dans les projections qu'on avait pu faire, et donc c'est comme ça que eux ils trouvent leur compte, c'est vraiment un rendement, et nous notre métier c'est via l'accompagnement de ces sociétés là de manière très opérationnelle, faire en sorte qu'in fine nos investisseurs s'y retrouvent, et même nous en fait on va se rémunérer sur ces fonds-là. Donc c'est-à-dire qu'ils vont nous prêter de l'argent, disons 1000, et nous on va dire on prend 2% de frais de gestion, un peu comme ce que vous pouvez avoir sur des placements financiers pour des particuliers. Et en fait les frais de gestion c'est quoi? C'est nos salaires, ça va être les fonctions support de tous les salariés d'Ardian, etc. Voilà pour le private equity. Je sais pas si Adrien, ton point de vue. Ouais, je peux parler en particulier de ce que j'ai fait moi. Donc moi j'ai fait du small cap, j'ai fait aussi de l'impact investing. Donc c'est deux métiers qui sont différents mais qui sont proches. Par rapport à mes confrères, le small cap, c'est en fait plus la boîte est petite, plus le fonds est petit, parce que plus les montants qu'on investit vont être petits.
Et donc, plus l'équipe de gestion qui va gérer le fonds et qui va ensuite gérer les participations va être petite. Donc, plus, entre guillemets, on va avoir les mains dans le cambouis. Il faut avoir en tête que quand on rentre dans un fonds, la taille du fonds joue sur ce que vous allez faire ensuite au sein de l'équipe de gestion. Donc ça, c'est pour la taille du fonds. Et puis ensuite, un peu pour le sens du métier. Alors, c'est spécifique à ce que je fais moi, mais les juniors que je vois, ils ont de plus en plus, ils souhaitent bien gagner leur vie. Donc c'est des métiers dans lesquels on gagne pas trop mal notre vie. Plus c'est gros, mieux on gagne, et plus c'est petit, moins on gagne. Mais surtout, ils voulaient avoir du sens. Et l'investissement à impact, ça permet ça. Ça permet non seulement d'avoir tous les métiers de l'investissement capital traditionnel, on vient d'évoquer, on en parle encore, mais en plus, le fait d'allier les intérêts des dirigeants sur les actionnaires, donc sur les fonds d'investissement, sur la création de valeur extra-financière. Et voilà, pour vous avez une idée, moi j'ai investi dans une boîte qui fait du co-living senior, donc qui aide qui est alternative à l'EHPAD pour les personnes âgées qui sont dépendantes sur des petites unités. Ça évite les grosses machines, un peu usines des EHPAD où il y a une espérance de vie qui est malheureusement assez faible. Voilà. Et donc là-dessus, on va essayer de faire plus d'impact. On va incentiver les dirigeants sur faire plus d'impact. Et bien sûr aussi gagner de l'argent, parce que là, on n'a pas sans autre. Et le Graal dans le métier, dans l'investissement impact, c'est ce qui est bon pour les EBITDA, donc en gros ce qui est bon pour la renta de la boîte, est bon pour l'impact, et ce qui est bon pour l'impact est bon pour les EBITDA. Et quand ce cercle vertueux est enclenché, là c'est génial. On va pouvoir aborder du coup les opportunités pour les jeunes diplômés, donc les rôles qui sont accessibles et les compétences et les qualités recherchées, ainsi que les perspectives d'évolution. Alors, les rôles accessibles, je pense qu'avec Ardian, il y a BPI France qui est le deuxième employeur, et il y en a quelques autres, Capza, Andera, qui vont recruter des jeunes sortis d'école en CDI, en analyste, en private equity, mais c'est globalement des exceptions. Donc en gros, pourquoi ? C'est pas une question que de sélectivité. Je pense que c'est avant tout une question d'offre. Il y a à peu près 400 sociétés de gestion en France. C'est des petites entités, une société de gestion, souvent une équipe d'investissement, c'est 10 à 15 personnes. Ardian, encore une fois, fait office d'exception, c'est un mastodonte, avec Euraseo, avec Amundi, vous avez des plateformes comme ça. Mais en général, une équipe d'investissement, c'est 15 personnes. Et 15 personnes, c'est pas 15 juniors. C'est 2-3 vieux, 2-3 moyens et 2-3 jeunes, puis une fonction support, et voilà. Donc ça veut dire qu'on va recruter une personne tous les 18-24 mois. Okay ? Et donc en fait, il y a peu de jobs. Et donc en fait, en général, ce sont des jobs qui sont plutôt accessibles après 2-3 ans de conseil ou de M&A ou de transaction services. Okay. Ça, c'est la règle. Il y a toujours beaucoup d'exceptions à la règle, mais globalement, si vous êtes jeune diplômé, que vous cherchez un travail en private equity, vous avez 2 chances possibles. La première, c'est que il y ait une place pour vous dans un fonds d'investissement d'analyste en CDI. En général, c'est après un stage. Et la deuxième, c'est qu'on vous dise, écoute, reviens nous voir dans 2-3 ans, quand tu auras fait tes armes, dans un cabinet de conseil en strat qui fait des due diligence pour des fonds d'investissement, dans une banque d'affaires ou dans un cabinet d'audit sur de l'audit transactionnel, donc transaction services. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil générique que beaucoup de gens vont vous répéter. C'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas assez bon, etc. C'est juste qu'il y a très peu d'offres, qu'ils privilégient toujours, 1, des gens qui ont déjà fait un stage chez eux, 2, des gens qui ont fait un stage en M&A, 3, ils recrutent à des moments où il y a des besoins. Et ça peut être totalement indépendant de votre performance. Vous pouvez faire un très bon stage et pas être recruté parce qu'il n'y a pas de besoin à ce moment-là.
Tout à fait. J'abonde et je compléterais par dire que quelque chose qui est important, alors ça fait un peu dans la dernière partie, mais donc ce dont je vous parlais avec les fonds, en fait, on lève un fonds, on va l'investir, le désinvestir, et puis en fait on va lever le suivant. En fait, on a comme un empilement de fonds dans le sens où si on lève 100 aujourd'hui, on va mettre 5 ans à l'investir, puis les 5 années d'après on va essayer de les récupérer. Mais faut pas qu'il y ait de disruption. On va pas tout d'un coup s'arrêter de regarder les dossiers et juste s'amuser à vendre des sociétés. C'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, dès les 5 ans, en général, on va commencer à essayer d'aller rechercher de l'argent pour essayer du coup de continuer à aller voir nos clients actuels, leur dire voilà, on a investi l'argent que vous nous aviez prêté. Pour l'instant, tout se passe bien. Regardez, les sociétés se portent très bien. On va pas tarder à les vendre. Mais on aimerait bien lever le véhicule suivant, donc le fonds suivant, qui est exactement la même manière. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette dynamique-là, et il y a une petite quand même corrélation entre ça et les recrutements de jeunes, parce qu'en fait, la plupart des objectifs des sociétés de gestion, en fait, elles, ce que je disais, c'est que je les rémunère en pourcentage des fonds qu'elles vont avoir, grossièrement, sur une caricature. Et donc, ce qui fait qu'elles ont tout intérêt à faire grossir l'argent qu'elles vont lever, parce qu'en fait, elles se rémunèrent en pourcentage de ce montant-là. Et donc, en fait, qui dit fonds plus gros, soit on change vraiment de catégorie, et donc on va se mettre à investir des tickets plus importants pour garder un peu le même ratio. Si on se dit, j'avais levé 100, j'investis 10 en moyenne, donc j'ai 10 sociétés. Si je lève 200, soit pour garder 10 sociétés dans l'investissement sur le prochain fonds, je vais le mettre à doubler la taille de mon ticket, soit en fait je vais faire plus de lignes, et donc dans tous les cas ça nécessite souvent un renforcement de la structure, parce que les personnes, les clients qui vont vous prêter de l'argent vont dire ouais, je t'ai filé ça, maintenant au bout de 5 ans tu doubles, est-ce que tu as vraiment la capacité opérationnelle à absorber cette croissance, à faire ça, etc., etc. Et donc là c'est tout le but de le rôle du jeune diplômé, donc analyse junior associate. Nous, on en parlera peut-être un peu plus après, mais la plupart de notre temps en semaine est passé à étudier les dossiers d'investissement et aussi à suivre les sociétés dans lesquelles on investit. Donc c'est vraiment le rôle qui est peut-être le moins représentatif en termes de sourcing, etc. Par contre, qui est vraiment le job le plus opérationnel, parce qu'on est vraiment au cœur de la machine, et donc c'est un peu comme de l'essence. Si vous voulez que le moteur continue à tourner, il faut injecter de l'essence souvent fréquemment, parce que sinon ça le fait pas. Et donc si tout se passe bien pour une équipe, on va recruter des juniors. Et donc tout ça pour dire, j'ai un peu digressé, mais tout ça pour dire qu'il faut s'intéresser à la dynamique de si vous visez telle ou telle société. Il faut aussi bien s'intéresser à est-ce qu'ils ont levé un fonds, quand l'ont-ils levé, est-ce qu'ils seraient susceptibles de relever, est-ce qu'on a lu dans la presse qu'il y a telle équipe qui pense lever un fonds, parce que ça doit faire normalement ring dans votre tête, et ça doit vouloir dire que souvent il y a des recrutements qui vont être un peu en amont ou en simultané. Et je fais juste sur le deuxième point, donc sur les compétences et qualités recherchées. Alors moi je vais juste parler de mon expérience. À la fois je m'occupe du recrutement de stagiaires dans l'équipe. Enfin, je suis pas le seul, hein, et à la fois pour avoir vu avoir expérimenté les recrutements dans l'équipe sans avoir été jury, mais en voyant un peu qu'est-ce que les personnes recherchaient. En gros il y a un peu moi je caractériserais 3 choses. C'est ce qu'on peut appeler du hard skills, donc c'est vraiment je trouve moi des choses qui sont la base, mais qui sont pas la chose la plus clé, qui vont vous être le plus utile dans vos premières années. Donc c'est la connaissance financière, qu'est-ce que c'est un tableau de trésorerie, un bilan, un PNL, comment on fait un modèle Excel, les intérêts bancaires, comment on modélise, vraiment des choses que vous pouvez retrouver sur internet, je pense, qui sont vraiment du pur hard skill, du Excel, du PowerPoint, comment savoir bien aligner d'un PowerPoint, comment faire en sorte que tout soit aligné, bien rédigé en anglais, etc. Qui sont des choses qui vont être clés, mais qui sont pour moi, tout le monde peut les apprendre. Et voilà, c'est un peu caricatural, mais je pense que tout le monde peut arriver à faire ça. Il y a la deuxième chose qui vient souvent avec l'expérience. Ça va être tout ce qui va être un peu soft skills, dans le sens la compréhension des enjeux.
Donc voilà un peu les enjeux business. Est-ce que je vois comment ça fonctionne une entreprise? Est-ce que j'arrive à me modéliser un peu dans ma tête, de me dire ah bah tiens, une société qui évolue dans ce marché-là, si je te dis bah comment tu penses que tu pourrais mesurer un peu ce marché-là sans avoir trop de données, savoir l'esprit un peu logique et mathématique, ou en tout cas de compréhension de comment fonctionne une entreprise, quels pourraient être les enjeux d'une entreprise dans tel secteur. Si je te dis bah ouais, quels pourraient être un peu les enjeux opérationnels pour elle, bah tu vas réfléchir, te dire bon bah en fait elle doit gagner de l'argent de cette manière-là, donc bah ses coûts ça doit être ça, donc qui sont des choses qui voilà, peuvent être innées, mais ça prenne aussi. Et après, ça va être plus des gestions de process, capacité à anticiper ce que les gens veulent, rigueur. C'est pas quelque chose que je mettrais dans l'air skill, mais pourtant c'est vraiment quelque chose pour moi qui est clé. Et il faut se forcer avec ça. Enfin, quand vous avez des journées très longues et que faut se dire que la dernière chose est aussi importante en veille que la première. Et donc, faut pas faire l'impasse sur des choses. Et donc ça, même moi, j'étais pas forcément comme ça, rigoureux sur 100%, mais il faut le devenir. Et après, il y a la troisième capacité qui est peut-être moins importante au début, mais qui pour moi est la plus importante à long terme, c'est l'intelligence humaine et l'intelligence relationnelle, parce qu'en fait, plus vous allez évoluer dans votre métier, plus votre métier va être du management, c'est-à-dire que vous allez être moins dans l'analyse, alors pourtant vous avez été recruté pour ça, pour vos capacités analytiques, mais plus vous allez monter, vous allez vous mettre à manager des gens, que ce soit souvent dans votre équipe, interagir avec les parties prenantes, vous allez souvent avoir par exemple des prestataires d'audit avec vous, de due deal, les McKinsey, etc. Donc gérer une relation commerciale, et en plus gérer des relations, ce qu'on va appeler le sourcing, c'est-à-dire développer votre réseau, pour que voilà, vous ayez des gens qui vous appellent et vous disent ah bah tiens Pierre, il y a cette société, j'ai entendu qu'elle était à vendre, pour aider, un de ces quatre, etc. Ça peut peut-être t'intéresser. Et donc comme ça, développer le réseau, et c'est ce qui va devenir le plus important. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué, moi je trouve, parce que si les gens l'ont pas, c'est un peu difficile de faire changer quelqu'un en termes de caractère. Si quelqu'un est pas très sociable ou voilà, est pas trop à l'aise, ce genre de choses, ça peut évoluer avec le temps, mais c'est quelque chose pour moi d'assez important à déceler dès le début, parce que c'est quelque chose qui va conditionner à long terme, je pense, la réussite dans ce genre de métier. Donc voilà. Ouais, t'as dit les mots rigueur et relation, enfin intelligence humaine. Je pense que quand on est junior dans un fonds, la rigueur c'est le truc absolu. C'est-à-dire qu'on peut toutes les hard skills que tu as mentionnées, effectivement, il faut qu'elles soient là, il faut comprendre une boîte, il faut comprendre un business, il faut comprendre un modèle financier, il faut savoir le faire. Mais si la personne qui est le senior qui est au-dessus de vous, il est pas 100% sûr que ce que vous produisez c'est bon, et ce dont il va se servir pour aller convaincre un dirigeant de le laisser investir chez lui, ou pour aller lever des fonds auprès d'un LP, s'il n'est pas à 100% sûr de ça, ça passera pas bien pour vous, en tout cas le stage ou l'apprentissage. En tout cas, ça va être dur d'apprendre la façon difficile. On est tous passés par là. Moi aussi, j'ai appris la rigueur. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'école. C'est des choses qu'on demande de façon extrême à l'école. Là, vraiment que la rigueur soit là tout le temps. Donc, que ce soit sur le fichier Excel ou sur le Word ou le PowerPoint que vous allez rendre, il faut vraiment que ce soit hyper précis, bon, et le plus possible travaillé, le plus possible relu, etc. Et ensuite, effectivement, l'intelligence humaine, c'est le plus important, je pense. Plus vous progressez, moins la rigueur, moins les hard skills vont être importants. Parce qu'on va vous demander autre chose. On va vous demander de savoir lire une personne ou une équipe de personnes. Mon métier, je le considère comme étant aujourd'hui comme étant quasiment un chargé à l'ERH. Mon boulot, c'est de recruter des dirigeants. C'est de savoir juger, alors c'est un gros mot juger en tout cas, mais en tout cas apprécier les capacités personnelles, professionnelles, les valeurs d'un dirigeant. Tout ça au cours d'une due diligence. En fait, on parle de trucs très techniques dans la due diligence, mais au final, en particulier sur des petits deals, je suis sur le small cap, sur le venture, c'est le dirigeant ou l'équipe dirigeante qui fait l'échec ou le succès d'un investissement. Moi, quand je me suis trompé dans l'investissement, c'est parce que je me suis trompé sur une personne, pas autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que ça prend pas. Il faut voir beaucoup de dirigeants, il faut voir beaucoup de boîtes, il faut voir beaucoup de situations très bonnes, voire très dures, des boîtes qui vont très mal. Je pense tous dans le portefeuille. Des boîtes qui vont très bien aussi. Et c'est en ça que c'est un métier qui est passionnant. Parce que pour moi,
chaque nouveau dossier qu'on voit, chaque nouveau dossier qu'on analyse, c'est bien sûr une situation de marché, financière, stratégique, etc. Comprendre un dossier, mais au final, c'est décrypter une personne. Et or, la matière humaine est infinie dans sa diversité, et donc chaque nouveau dossier, c'est une nouvelle personne qu'on rencontre, c'est pour ça que c'est passionnant, je trouve. Voilà. Donc c'est un peu les deux grands points que je dirais. Et le troisième point que je dirais, je ne sais pas si c'est déjà les conseils. Non, c'est les conseils, c'est la fin. Étape clé, ouais. Peut-être un petit conseil pour le... En fait, je pense qu'il est... Moi, si on m'a dit ce conseil-là il y a 15 ans quand j'ai commencé, je vais commencer plus tôt, mais effectivement, on vous demande de faire plein de trucs à la fois. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être hyper rigoureux, d'apprendre la rigueur, parce que c'est très rare que quelqu'un arrive et qu'il soit exactement le bon chiffre, exactement la bonne virgule dans le PowerPoint comme il faut. Donc oui, on vous demande d'apprendre ça le plus vite possible. Et on ne vous demande pas de travailler votre réseau quand vous êtes junior. Or, pour moi, si j'avais su plus tôt qu'il fallait que je travaille mon réseau tout de suite, dès le premier jour, j'aurais fait tout de suite. Donc, moi, je me souviens de mon colocataire quand j'étais à Londres, qui faisait un stage chez Goldman Sachs, et il s'était fixé comme règle personnelle d'aller, alors je ne sais plus si c'était un jour sur 2 ou un jour sur 3, mais un jour sur 3, il allait bouffer avec une personne nouvelle, alors de Goldman Sachs ou ailleurs, mais en tout cas une personne qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et bon, il est toujours chez Goldman Sachs, 15 ans plus tard, je ne sais pas ce qu'il est comme poste, quasiment partenaire maintenant. Voilà. Et donc, il faut travailler ça parce que vous avez l'impression que ça ne pas grand-chose quand vous êtes débordé par le boulot, quand vous avez plein de trucs dans votre tête, ou vous martèle de boulot toute la journée. Bah si, en fait, parce que ça, vous investissez sur l'avenir. En fait, ce que vous faites ici, c'est sécuriser la position d'après que vous avez dans votre carrière. Voilà. Alors, on va désormais voir les étapes clés des investissements en private equity. Donc, ça va être tout ce qui est sourcing, due diligence, closing et le rôle d'un junior dans chacune de ces phases. Je commence et je laisserai mes collègues me compléter. Donc, on va faire les deux d'un coup pour que ça soit un peu plus facile. Donc, globalement, si on caricature un investissement qu'on fait, déjà, il va y avoir le fait qu'on entende parler de cet investissement-là, ce qu'on peut appeler en anglicisme le sourcing. Et donc, c'est ce que plutôt font moins les juniors. Alors, ça dépend des fonds. Il y a certains fonds où les juniors sont appelés à faire ça, mais en tout cas, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Ça va être plutôt ce qu'on va appeler les partenaires ou les managing directors. En fait, eux, leur métier, c'est quoi? C'est d'avoir un carnet d'adresses, c'est d'avoir un réseau, c'est d'entretenir des relations avec des avocats, des comptables, des banquiers d'affaires, peu importe que sachent des chefs d'entreprise, voilà, des gens qui vont graviter autour du monde de l'entreprise et qui vont être soit partie prenante d'une cession d'entreprise, soit parce que c'est sa société, soit parce qu'il est banquier d'affaires et que c'est lui qui a eu un mandat de vente d'une société, soit parce qu'il est conseil du dirigeant et que voilà, il sait que le dirigeant va bientôt vendre sa société, pour justement ce qu'on appelle construire un deal flow. Donc le deal flow, c'est quoi? C'est en fait toutes les opportunités qu'on reçoit sur une année. Et donc le rôle des partenaires au DMD, c'est de construire ce deal flow, d'avoir un deal flow fourni, c'est-à-dire d'apporter des opportunités, parce qu'en fait après nous, c'est grâce à ça qu'on travaille. Donc en sourcing, il y a certains fonds qui vont solliciter leurs juniors là-dessus parce qu'ils peuvent faire par exemple des sourcings proactifs. C'est-à-dire voilà, il y a un secteur qu'on aime bien et donc on va aller c'est pas le partenaire qui va le faire, le junior qui va aller sur internet sortir une base de données avec toutes les sociétés qui ont par exemple un code NAF je sais pas, de tel secteur, ou alors sur une base de données, un syndicat, une association de tel secteur, et screener toutes les sociétés pour être en capacité de dire est-ce qu'il pourrait y avoir des cibles intéressantes ou activables qui pourraient être intéressées par un investissement. Ça peut être une société familiale, par exemple, où on voit que le dirigeant a un certain âge, ou alors on sait que c'est une société qui est déjà sous LBO, qui pourrait peut-être voilà, faire ce qu'on appelle un nouveau tour, un nouveau LBO, donc un nouvel investissement private equity, qui est un comité dans lequel on va passer avec notre dossier en disant voilà, nous voulons investir dans cette société-là, voici le dossier qu'on a écrit sur la base de tous les audits qu'on a pu faire, les rencontres avec le management, ça peut être des audits financiers, donc on va les regarder dans les comptes, est-ce que la performance est normale, nous paraît intéressante, pourquoi ci, pourquoi ça, assez bizarre ce point-là, etc., pour s'assurer qu'il y a une santé financière qui soit bonne et que voilà, ce qu'on nous a vendu il était bien là. Stratégique, donc ce qu'on appelle stratégique, ça peut être, en fait nous on n'est pas des experts de tous les marchés, et comme Michael l'a dit, il y a des sociétés industrielles d'un large type de secteur, on n'a pas la prétention de connaître ça, donc on va être en contact avec des experts,
faire appel à des auditeurs, donc les cabinets de conseil en stratégie, pour essayer de comprendre voilà, ce marché-là, comment il fonctionne, quels sont un peu les drivers qui sous-tendent ce marché-là, quels sont les acteurs, comment la société qu'on regarde se positionne, d'après les retours des clients, quelles sont les perspectives de ce marché-là. Et donc nous, avec notre grille d'analyse, le but, ça va être de se dire est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Quelque chose d'intéressant, ça va être, je sais pas, par exemple, un marché en croissance, un marché résilient, avec des fortes barrières à l'entrée, où on sent que la société a un avantage compétitif, les retours des clients sont très bons, où il y a par exemple, il y a très peu, comment dire, le marché est très fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour racheter de petites sociétés qui est très intéressant. Donc voilà, il va y avoir l'ESG qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Donc maintenant, c'était pas le cas certaines années où on fait des audits ESG sur les sociétés. Alors toutes les sociétés sont pas aussi matures les unes que les autres, mais on va s'assurer que voilà, il n'y ait pas de red flag sur ces aspects-là. Donc ça va être la gouvernance, le social, l'environnemental. On peut faire ça sur l'informatique, on va faire des due deals juridiques, fiscales, sociales, s'assurer que voilà, le moindre contrat, tous les contrats de travail sont bien rédigés, que les temps de travail des personnels qui sont pas forfaits sont bien suivis, que tous les PV de CS sont bien rédigés. Donc on est aidé d'avocats, mais voilà, c'est vraiment un job de fourmi. Et donc le rôle du junior là-dedans, ça va vraiment être de suivre tous les rendus qui vont être faits, de tous les relire, de s'assurer qu'il n'y a aucune coquille, que s'il y a des choses louches, on les flag. Parce que les personnes au-dessus de nous n'ont pas le temps de lire tout ça. Et ensuite, toute cette donnée-là qu'on a ingérée, l'idée c'est de la retranscrire de manière très synthétique dans des notes à destination de personnes qui vont avoir 3 jours en avance pour lire un document, et ensuite un comité de 1 heure, 1 heure et demie, et de dire bah oui ou non, vous pouvez investir X millions d'euros dans cette société-là. Donc le but c'est d'être très synthétique. Et d'analyser beaucoup de données pour en recracher le minimum de mots, tout en mettant en avant les choses qui vous paraissent les plus importantes. Donc ça c'est la partie un peu due diligence, investissement. Ensuite il y a le closing, bon je vais passer vite, c'est vraiment la concrétisation de l'investissement. C'est un peu comme le jour où vous donnez chez le notaire vos clés, donc là c'est tous les flux vont partir, donc c'est plus des documents juridiques qui sont moins intéressants à connaître de votre point de vue. Et ensuite le suivi, qui va être la partie la plus longue, où on va s'assurer de, voilà, en contact avec les dirigeants, de les aider sur toutes les tâches dont ils ont besoin. On est vraiment une sorte de service externalisé, donc ça va être sur s'ils font beaucoup d'acquisitions par exemple, on va les aider. On va les aider à faire les due deals, on va les faire nous-mêmes, ou alors on va gérer nous-mêmes les relations avec les prestataires, on va rédiger les documents juridiques avec l'aide de nos avocats, on va les aider à faire du screening, c'est-à-dire on va faire des fichiers, on va sur internet en scrapant des bases de données pour dire bah, voilà, dans votre secteur il y a tant de sociétés qui pourraient être intéressantes, on peut les contacter. Ça va être challenger les chiffres, les aider à améliorer leur reporting. Voilà, des fois il y a des reportings financiers où vous avez juste un Excel un peu moche, l'idée ça va être de faire quelque chose de joli, les relations avec les banques, parce que le private equity on l'a pas dit, mais en tout cas nous et beaucoup d'acteurs, comme Michael disait, le private equity qu'on appelle aujourd'hui, il y a de la dette d'acquisition. On va investir avec nos fonds qui sont dans nos fonds, notre argent qui est dans les fonds, mais on va aussi utiliser la dette, ce qu'on appelle le LBO, financement à effet de levier, et donc il y a aussi des relations avec les prêteurs qui prêtent de l'argent, mais du coup eux qui sont pas autant impliqués que nous dans la gestion opérationnelle, mais par contre qui ont un droit de regard. Donc voilà, il faut aussi s'assurer que les banquiers qui sont importants, et aussi toute l'information packagée, etc. Voilà, on va les appuyer sur le recrutement, en les aidant à trouver des candidats, des chasseurs de tête, en faisant passer les entretiens à ces candidats aussi, nous, pour comprendre comment est-ce que ça nous paraît des bons candidats, etc. Donc pour retenir, le rôle du junior, c'est en tout cas les 2 premiers grades d'analyse junior associate, c'est vraiment la due deal, en tout cas la phase d'investissement qui est la plus importante, vous êtes le plus mis à contribution et qui va mettre à profit, vous allez mettre au profit vos capacités d'analyse, de rigueur, etc. Et en tout cas c'est ça qui sera demandé de vous, et de développer une relation de confiance avec les gens au-dessus de vous pour que justement vous leur fassiez économiser le plus de temps possible. Et ensuite, lors du suivi, vous aussi, vous serez tout autant mis à contribution sur des tâches voilà, où vous pourrez aussi commencer à créer de la relation avec le management, mais avec des tâches voilà, qui seront très très diverses. Ce que je peux dire, c'est encore une fois sur la taille du fonds. Moi, quand je donnais des plus petits fonds, dès les sorties d'école, quasiment, je suis allé, alors c'est pas le même grade, mais je suis allé d'affaires, junior, ce qui correspond après à analyste ou senior associate. Quasiment dès la première année, on avait accès à entre 50 et 70% d'un process de deal. Donc en fait, et dès la 2e ou 3e année, moi j'ai pu faire mes propres investissements seul, de A à Z, du sourcing jusqu'à
jusqu'à investissement, suivi et même des sessions. Donc ça, c'est aussi les particularités en fonction des classes d'actifs qui fait que il faut bien choisir son... Oui, si vous avez le luxe du choix, il faut choisir, il faut aller vers là où vous pensez avoir le plus de kiff. Moi, ce que je voulais pas, en fait, que je me faisais ma propre expérience, moi, ce que je voulais pas quand je suis sorti un peu de mes stages, enfin, l'école, etc., parce que j'avais goûté un peu à ça au plus gros fonds, aux plus grosses boîtes, je voulais pas me retrouver, enfin, je voulais voir des dirigeants tout de suite. Je voulais pouvoir avoir un accès direct aux dirigeants, peut-être même pouvoir négocier avec eux très rapidement, enfin en tout cas pouvoir les assesser très rapidement et donc avoir accès à eux. Et donc je me suis rendu compte que pour avoir ça, il fallait travailler dans des fonds plus petits, donc les équipes sont plus réduites, comme disait Michael, une dizaine ou une quinzaine de personnes, c'est pas 15 personnes, ça peut déjà être une belle équipe. Voilà, donc mon conseil c'est aussi de regarder chez qui vous allez, de la taille de l'équipe, parce que la taille de l'équipe va beaucoup influer sur ce que vous allez faire au quotidien. Merci. Pour conclure, nous allons baser sur les conseils pour entrer dans le secteur. Je vous laisse la parole. Ouais. Au-delà des compétences qui sont requises pour entrer dans le secteur, il y a quelque chose de très important. Donc, c'est un secteur qui est sélectif, parfois même élitiste, et donc il faut cocher un certain nombre de cases pour être éligible. Je pense que la base, c'est d'avoir fait des stages. Et fait des stages, c'est au moins 12 mois de stage, voire 18 mois de stage. Un stage, c'est 6 mois, c'est pas 2 mois, 3 mois l'été. Quand je dis 2 stages ou 3 stages, c'est vraiment des stages longs dans lesquels vous êtes au sein d'une équipe, impliqué quasiment comme un analyste. C'est des stages analytiques en finance, idéalement, et le plus possible proche de la transaction. Donc, les meilleurs stages, c'est M&A, leverage finance, dette privée, TS, conseil en strat. Voilà, ça c'est l'idéal. Ensuite, il y a d'autres bons stages, parce que ceux-là ne sont pas forcément accessibles tout de suite. Donc d'autres stages qui vont vous permettre d'accéder à cette lignée de stages-là, ça va être les stages en audit interne, en contrôle de gestion, dans des petites boutiques M&A, small cap. Ça va être des stages en corpo M&A, des stages en analyse crédit dans les banques. Ce qu'il faut éviter, c'est les stages comptables, les stages dans une boîte petite, pas connue, dans lequel vous avez un rôle qui est mal défini, qui n'est pas lisible à l'extérieur. Parfois, il vaut mieux privilégier une bonne marque qu'un bon stage. Okay. Par là, par exemple, je pense à quelqu'un qui choisirait d'aller faire un stage en audit dans un Big Four, au lieu d'aller faire un stage peut-être plus intéressant sur le papier, mais qui lui permettra moins d'avoir un signal sur son CV pour la suite. Donc il y a vraiment un enjeu de construire un CV qui donne le signal que vous êtes éligible. Okay. Alors, certains ne sont pas d'accord avec le conseil que je donne, mais moi je le donne quand même. Si vous voulez vraiment faire du private equity, je vous conseille de ne pas faire de stage en private equity tout de suite. Je vous conseille de garder ça pour votre stage de fin d'études, une fois que vous avez coché les cases analytiques brutales, M&A, TS,
où vous êtes allé faire vos armes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on va chercher un analyste en private equity, on va très souvent, et j'ai eu des mandats de recrutement analyste private equity, chercher quelqu'un qui a au moins 6 mois en M&A ou en banque d'affaires au sens leverage finance inclus, au moins 6 mois solide. Okay. Donc cette notion d'avoir un gros stage solide, elle est importante comme un préalable au private equity. Il y a d'autres profils qui choisissent de faire 3 stages en private equity, puis d'aller convertir leur dernier stage en CDI. Ça arrive aussi, okay, c'est une autre typologie, mais je trouve que vous loupez une occasion d'aller construire un socle solide d'analyse financière et, entre guillemets, faire votre apprentissage en termes de rythme de travail, en termes de rigueur, et aussi, je pense que ça c'est sous-estimé par beaucoup, faire l'expérience de la promo. En fait, dans les fonds d'investissement, c'est des petites équipes où les gens sont vieux, en moyenne, okay, alors qu'en banque, en cabinet, vous êtes plutôt dans des équipes où les gens sont jeunes. Et donc, vous avez vraiment cet esprit de promo, vous allez construire un réseau qui, derrière, va partir dans toute l'industrie. Okay. Alors que si vous êtes stagiaire en private equity, a priori, vous serez 2, 3, 4 stagiaires, puis il y aura les analystes, puis ou s'il n'y a pas d'analyste, ce sera directement des associates, et un associate, ça a 28 ans et ça n'a pas les mêmes problèmes que vous, grosso modo. Okay. C'est en train d'acheter un appart, c'est en train de se marier, et vous c'est pas trop votre quotidien. Okay. Donc vous n'avez pas cette connexion, connivence, réseau vraiment que vous allez développer plutôt côté advisory. Donc mon conseil, c'est construisez vos stages, parce que c'est ça qui quasiment conditionne entièrement votre capacité, soit à décrocher un job sorti d'école en private equity, soit après 2 ans, 3 ans, en M&A, en conseil en strat, en TS, de pouvoir être éligible derrière à faire le move en private equity. Si vous démarrez en M&A, en sortie d'école, ou en TS, ou en conseil en strat, là, très important, je vous conseille vraiment d'avoir fait un stage en private equity. Pourquoi? Parce que ce sera un signal pour plus tard que vous avez un intérêt démontré pour le secteur. Voilà, je m'arrête là. Très bien. Si vous le souhaitez, on a 5 minutes pour poser des petites questions. Est-ce que vous en avez? Personne? Est-ce que vous avez des analystes ESG basés là-dessus ou c'est un peu post-analyste? Alors, on a nous, en tout cas chez Ardian, et je pense que d'autres grosses sociétés de gestion ont des équipes ESG, on en a une, il y a une quinzaine de personnes. Après, ce ne sont pas des équipes qui sont tellement exposées à l'aspect investissement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'ESG, en effet, il va y avoir une part de reporting, en tout cas pour les plus jeunes, et après, ça va être plus à l'échelle d'Ardian, comment essayer de développer des initiatives systématiques pour améliorer le côté ESG. Donc, par exemple, ça va être travailler sur, par exemple, une boîte à outils que nous, front office, qu'on appelle donc les investisseurs, on puisse utiliser lorsqu'on découvre un peu une société, lorsqu'on fait des audits, pour nous aider à analyser sous un angle ESG la société. Donc voilà, il va y avoir le goal, bien s'assurer, ou des checklists, de dire bien s'assurer que la société fait son empreinte carbone, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de... Je pense qu'il faut aller chercher plus dans des fonds à impact, ou choses un peu qui se rapprochent plus de ça, pour avoir vraiment une dimension private equity, mais là avec une dimension ancrée on va dans des modèles d'affaires qui sont des modèles d'affaires avec une idée de générer de la valeur extra-financière, de faire des choses qui sont totalement ESG, hormis quelques fonds, en y réfléchissant, qui s'appellent Article 9,
qui sont en fait une typologie de fonds maintenant liés à la réglementation européenne, qui sont des fonds qui ont des contraintes ESG fortes et qui de ce fait n'investissent que dans des sociétés où normalement, qui sont des sociétés qui sont très, très exposées à l'ESG. Et donc peut-être que dans ce cas-là, tu auras une part de ton analyse et de ton métier qui sera plus tirée vers ça. Mais sinon, les équipes ESG vont plus être là pour faire du reporting aux investisseurs ou développer Ardian en tant qu'entreprise dans la partie ESG, mais moins dans l'investissement. Tout est bon pour vous? Il n'y a pas d'autres questions? Très bien, merci beaucoup. On peut clôturer cette conférence.